Alors, quelles actions donc menées en priorité pour 2021? Alors ça, on va parler en digital en général. Euh, donc les sujets prioritaires, c'est évidemment les sujets sur la performance. Donc ça, on va y passer quelques minutes sur cette histoire-là, parce que évidemment, il y a la révolution que Google apporte avec les Core Web Vitals. Alors c'est une révolution sur la mesure, hein, c'est pas une révolution sur l'impact, hein. On en parlera plus longuement dans la deuxième conférence. Le fait qu'il faut maintenant passer vraiment au mobile first, hein, ça c'est un élément qui est encore trop négligé par les sites, hein, qui ne se rendent pas compte à quel point le paradigme a changé. Il y a l'aspect donc cookieless, hein. Il n'y a plus qu'un an, hein, pour vous préparer à cette nouvelle évolution. Donc là, s'il y a des chantiers à mener, c'est vraiment là-dessus en 2021, parce qu'après, il sera trop tard et vous allez être un petit peu désemparé par les évolutions des navigateurs. Donc ça, on va en parler également. Par contre, côté framework JS, c'est le moment de vous lâcher, parce que les moteurs ont évolué, donc il y a des choses qui deviennent possibles, et c'est possible aussi d'avoir des bonnes performances maintenant avec les frameworks JS. Donc là, c'est la recommandation a changé. Et puis, évidemment, vu l'évolution du contexte, hein, et là, je ne parle pas forcément du contexte lié au Covid, hein, mais je parle des changements liés aux usages, eh bien, ça sera le moment aussi de revoir un peu votre channel mix et votre façon également de piloter votre média mix. Alors, je vous signale au passage une étude intéressante qui a été publiée par Gartner à la fin de l'année dernière, et qui essaie de faire un point sur le niveau d'engouement sur les différentes tendances, approches en digital marketing. C'est ce qu'ils appellent le hype cycle. Donc, en fait, il y a toujours sur les sujets comme ça une série d'étapes par lesquelles tout le monde passe. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une nouvelle technologie, une nouvelle approche qui apparaît. Un moment dans lequel tout le monde a des attentes complètement déraisonnables par rapport à ces nouvelles technologies, ces nouvelles approches. On tombe généralement de haut par la suite, hein, c'est-à-dire qu'on se rend compte en réalité que les espoirs que l'on avait sur une technologie en fait, sont un petit peu décevants en réalité, et qu'on doit donc passer par une phase dans laquelle on apprend ce qu'est la réalité de l'impact ou de l'intérêt de telle ou telle technique. Et ensuite, une fois qu'on a franchi cette étape-là, dans laquelle les gens abandonnent carrément, hein, certaines approches, eh bien, ensuite, on a une lente progression de l'usage, un usage plus raisonné, plus modéré, et jusqu'à atteindre un moment où il n'y a plus de progression, d'évolution dans les usages ou dans les attentes. Donc là, ce que l'on voit aujourd'hui, d'après Gartner, c'est que tout ce qui est analyse en mobile marketing, ça fait partie des approches qui sont les plus mûres aujourd'hui. Mais que par contre, par exemple, tout ce qui est outils à base d'intelligence artificielle en marketing, là, on est en train de rentrer dans une phase qui va encore durer un certain temps, longue chute de l'usage qui est liée à un certain nombre d'acteurs qui sont en phase vraiment de perte d'illusion par rapport à ce que ça sait faire exactement. Donc là, c'est ce qu'on voit en PPC en ce moment, où beaucoup de gens se sont dit, ouais, ça va être magique, on va réussir à avoir, grâce au machine learning et à l'intelligence artificielle, des outils pour gérer les campagnes qui vont être extrêmement efficaces. Alors oui, c'est vrai que ça marche, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, ça veut dire que sans contrôle, sans surveillance, on n'a pas forcément toujours les résultats que l'on attend. Et donc, il faut apprendre à utiliser aussi ces outils qui ne sont pas magiques, ce sont des outils. Donc, il faut savoir les utiliser à bon escient, dans le bon contexte, les alimenter en données correctes,
et contrôler les résultats pour savoir éventuellement modifier les paramétrages. Donc voilà, donc ça, je vous laisserai consulter sur la présentation ce que Gartner estime être la place dans le cycle de l'engouement de chacune des approches en digital marketing. Alors, on a dit qu'on allait parler des performances, et bien oui, les performances deviennent vitales. Alors, il y a effectivement l'introduction des Core Web Vitals, qui sont des nouveaux indicateurs prônés par Google. Je ne m'étends pas longtemps là-dessus parce qu'on va en reparler dans la deuxième conférence, mais donc c'est quand même quelque chose qui aura un impact, puisque Google a décidé d'inclure ces indicateurs dans une mise à jour qui aura lieu en 2021. En mai 2021, théoriquement, voilà, on ne peut pas forcément prédire l'impact encore de ça. C'est chez Google qui vont décider du curseur, mais ça sera forcément un impact qui ne sera pas si violent que ça, parce que la performance d'un site n'est pas forcément quelque chose qui est indicateur de la pertinence des pages. Donc, c'est quelque chose qui dégrade l'expérience utilisateur, mais pas les pertinences des pages. Donc, ça ne peut pas être un critère important dans l'algorithme de Google. Le point que je voulais souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, le web est devenu vraiment mobile first. Rares sont encore les secteurs sur lesquels on a encore une prédominance de l'usage sur desktop. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment important que tous les projets web soient conçus d'abord pour l'usage mobile. Et je vois trop encore mes clients continuer à faire des maquettes d'abord pour desktop en se disant on verra comment est-ce qu'on va faire évoluer ce design pour avoir le design mobile après. Non, ça n'a pas de sens. Donc, l'usage mobile est très, très, très important. Donc, ça veut dire que la logique voudrait qu'on commence par designer les pages web d'abord pour savoir comment elles vont apparaître sur un mobile, comment elles vont pouvoir être utilisées sur un smartphone. Alors, pour info, 2021, c'est aussi, c'est en mars 2021 que ça va changer. Google a annoncé que ça serait à cette date-là que l'ensemble des sites passeront en Mobile First Index. Alors, le Mobile First Index, c'est autre chose, hein, c'est le fait que Google privilégie le crawl et l'indexation de pages mobiles. Si un site a des pages mobiles et des pages desktop, ce sont les contenus mobiles qui sont indexés en priorité. Rappelons quand même que si par contre une page desktop n'a pas d'équivalent mobile, la page desktop est indexée malgré tout. Mais en tout cas, pour avoir un meilleur référencement, c'est clair qu'il faut faire attention à l'optimisation de sa page mobile et se débrouiller pour que toutes les informations soient dans la page mobile. Par exemple, ce que les gens oublient parfois, c'est que les données structurées doivent être aussi sur la page mobile. Donc avant, c'était possible de les avoir que sur la page desktop. Maintenant, non, il faut vraiment transférer tout ça sur la page mobile. Alors, l'autre élément important pour 2021, c'est la problématique des cookies tiers. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi notre premier matin népérien, je rappelle qu'en 2022, il n'y aura plus de support des cookies tiers sur Chrome et que Chrome sera le dernier en fait à emboîter cette approche qui est déjà une approche que prônent Safari et Firefox. Donc, alors, Google a introduit une parade qu'ils ont appelée la Privacy Sandbox, qui permettrait, je dirais, d'avoir quelque chose de ressemblant à la notion de cookie tiers, mais qui n'existerait que dans l'écosystème Google. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut clairement dire, c'est que à partir de 2022, à un moment donné, les navigateurs web ne supporteront plus les cookies tiers, et ça veut dire qu'il y a toute une série d'applications en matière de publicité
ou de tracking donc de l'attribution, qui vont être privés de la possibilité de suivre ce qui se passe sur d'autres sites. Donc, attention, ça a forcément des conséquences extrêmement lourdes sur votre façon de mesurer la performance de vos campagnes, de mesurer vos performances en marketing digital, et sur la possibilité donc, également de contrôler le ROI de vos investissements. Donc, c'est quand même assez sérieux. Alors, si en plus vous êtes dans le business des régies publicitaires, etc., donc là, c'est encore plus compliqué. Alors là, on parle des cookies tiers, hein, par opposition aux first-party cookies. Donc, les first-party cookies, c'est des cookies que votre site pose pour l'internaute. Donc là, il sera toujours possible de consulter donc les informations des cookies de votre site depuis votre site. Là, le problème, c'est avec les cookies de tiers, c'est-à-dire donc les cookies qui sont donc posés donc dans différents contextes, c'est-à-dire donc des cookies qui traquent des informations lorsque un utilisateur passe sur un site qui n'est pas le vôtre, mais un site partenaire, le site d'une régie publicitaire. Eh bien, ce sont ces cookies tiers, donc ils ne sont pas supportés. Il y a toujours la possibilité d'exploiter des cookies first party. Alors, quelles seront les conséquences de tout ça? Bon, soyons clairs, donc, si tous les navigateurs font ça, c'est parce qu'on est en pleine privacy war d'un côté, donc la guerre des données personnelles. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles au fait que les GAFAM en particulier récoltent énormément de données personnelles, que tout un pan de l'économie du web repose sur l'exploitation de données, donc c'est les cas dans lesquels c'est vous qui êtes le produit, hein. Eh bien, donc, le fait d'avoir comme ça une politique qui va être plus respectueuse de vos données personnelles, c'est forcément mieux pour les utilisateurs, c'est forcément mieux pour les règles de privacy. Donc là, c'est clair, et c'est pour ça que c'est à peu près impensable de revenir en arrière et de ne pas voir cette évolution suivre le calendrier qui a été annoncé. Alors après, il y a toujours la possibilité, pour des raisons techniques ou conjoncturelles, de voir le calendrier être chamboulé, mais donc là, pour l'instant, ça fait déjà des mois et des mois que certains navigateurs ont annoncé des plans pour aller dans cette direction. Et jusqu'ici, les plans sont respectés et les choses déployées aux dates qui sont annoncées à 15 jours près. Donc, on s'achemine véritablement, en théorie, vers cette évolution. Alors, OK, côté utilisateur, c'est mieux. Par contre, il y a des choses comme le retargeting, hein, qui devient impossible à gérer parce que le retargeting sans cookie tiers, eh ben, c'est compliqué à faire marcher. Donc, il faut donc des nouvelles solutions de ciblage d'audience qui sont basées sur des cookies first party. Donc, ça, c'est effectivement un sujet donc problématique, hein. Ça veut dire que si vous n'avez pas de données first party, vous ne serez pas en mesure de cibler vos campagnes. Donc, si vous êtes un éditeur, donc, il y a forcément des pertes de revenus supplémentaires qui sont dues au fait que les campagnes publicitaires ne pourront plus être gérées comme auparavant. Donc, on a de toute façon déjà 64% des cookies qui sont rejetés aujourd'hui par des extensions de navigateurs, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives aux cookies? Alors, la réponse est oui. Mais à la date où nous parlons, donc on est déjà en 2021, donc les cookies disparaissent en 2022, il n'y a aucune solution du marché qui, disons, a des chances apparentes de devenir un standard. Donc ça va forcément changer dans les mois à venir. Donc il y a beaucoup de gens qui proposent des solutions à base d'identifiants donc anonymisés. La seule qui a l'air d'être une solution qui pourrait être adoptée de manière assez massive, eh bien, c'est celle de Google avec une alternative qui est une solution de Microsoft. Donc ça veut dire en fait que, paradoxalement,
Alors que philosophiquement, cette tendance à l'abandon des cookies tiers avait pour objectif d'empêcher des gens comme les GAFAM d'exploiter les données personnelles de leurs utilisateurs. Il s'avère que les GAFAM, avec leur écosystème tentaculaire, sont les plus à même d'avoir des données first party extrêmement développées sur vous et de pouvoir passer du cookie à des identifiants anonymisés sans aucune perte d'information. Et donc, ça veut dire que vous risquez de devenir encore plus dépendant donc des informations fournies par les GAFAM pour réussir à passer ce cap de la disparition des cookies tiers. Donc, au départ, on voulait être moins dépendant. À la fin, on se retrouve plus dépendant. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh ben, donc, ce qu'il faut penser dès maintenant, c'est à vous mettre à collecter des données first party. Donc là, réfléchissez véritablement à comment vous pouvez collecter plus de données sur vos utilisateurs, plus de données sur vos clients, parce que ça va être clé. Donc, pour ça, vous avez besoin d'outils vous permettant de mieux gérer ces données-là. Ces outils les plus adaptés, ce sont les Customer Data Platforms. Alors, justement, si vous regardez la courbe de Gartner, vous allez voir que les CDP sont dans la phase de désillusion. Complètement au creux de la vague, on a les DMP, les Data Marketing Platforms, dans lequel on avait également un certain nombre de critiques qu'adresse maintenant l'utilisateur, parce que c'est un petit peu des boîtes noires. Les CDP, ce sont des outils. Si on sait mal les utiliser, ça fournit absolument aucune donnée utile. Et par contre, c'est l'outil adapté pour bien gérer ces données first party une fois qu'on les a collectées. Donc, si vous n'êtes pas capable vous-même, parce que votre base d'utilisateurs n'est pas suffisante aujourd'hui, vous voulez justement, au contraire, lancer des campagnes pour l'étendre, eh bien, vous aurez besoin de partenariats avec des éditeurs de sites qui, eux, ont des données first party que vous pouvez utiliser pour vos campagnes. Donc, ça, c'est important. Donc, ça vous servira à élargir, je dirais, votre base. Et évidemment, dans la phase actuelle, tester les solutions alternatives aux cookies avec identifiants anonymisés. Alors, il y a des plateformes, des régies, etc., qui commencent à proposer ça. Eh ben, n'hésitez pas, dès que vous en entendez parler, à tester ces nouvelles solutions parce que c'est quelque chose qui va très rapidement être mis en place dans les mois qui viennent et il faudra être prêt à suivre cette tendance-là. Sinon, ça créera des distorsions de concurrence énormes entre les gens qui auront su s'adapter à la nouvelle situation et ceux qui continueront à devoir totalement dépendre des outils avec des chances qu'il y ait une perte énorme d'efficacité des campagnes dues à la perte de l'information donnée par les cookies tiers. Et donc là, ça se prolonge aussi sur les problèmes d'analyse des données. Donc là, en matière de Web Analytics, ces dernières années, on était passé de la simple mesure de la visite à des réflexions assez sophistiquées sur tout ce qui était contribution et attribution. Donc, c'est-à-dire quelle était la contribution d'un canal marketing, par exemple du PPC, quelle était la contribution de ce canal aux ventes. Ça, c'était un sujet intéressant, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait savoir exactement comment est-ce que l'on pouvait attribuer à une publicité qui était passée sur un certain canal, le déclenchement du comportement de l'utilisateur qui allait aboutir à la vente. Or, la plupart de ces logiques d'attribution passent par la reconnaissance de cookies tiers. Le jour où ça ne marche plus, la plupart des modèles classiques d'attribution ne sont plus aussi fiables et donc il faut envisager le problème différemment. Et donc la solution, c'est d'utiliser des modèles un petit peu plus globaux, comme le marketing mix modeling. Je vous conseille de vous intéresser à ça. L'idée, c'est de faire des modélisations
des résultats, des investissements sur vos différents canaux pour avoir une idée plus précise. Merci le machine learning et merci l'IA. D'avoir une idée plus précise à la fin de ce qui marche et ce qui ne marche pas dans votre contexte. Et ceci, comme c'est un peu plus macro, sans avoir besoin de données exactes au niveau attribution. Donc là, l'attribution peut être zappée, contournée par cette approche-là. En fait, donc c'est les résultats du modèle qui vous permettent de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans votre marketing mix. C'est un sujet intéressant. Alors, c'est loin d'être parfait, hein, donc je vous mets en garde. C'est pas du tout quelque chose qui peut remplacer les logiques de contribution-attribution. C'est beaucoup moins précis. C'est pas adapté à tous les cas. Il faut avoir quand même beaucoup de données. C'est moins précis, mais c'est efficace. Alors, au niveau des canaux, on va s'intéresser maintenant 2 minutes à l'évolution des canaux. On a déjà un search qui est un peu en déclin. Alors, c'est vrai, puisque Google envoie clairement de moins en moins de trafic organique, en proportion du trafic que lui reçoit. Donc là, c'est toutes ces visites dans lesquelles il y a des recherches, mais no clicks, donc il ne génère aucun clic en direction des sites qui sont référencés par Google sur les pages de résultats. Donc là, le résultat, c'est que globalement, le trafic envoyé par Google à l'ensemble des sites dans le monde est en baisse. Et donc là, c'est une réalité qui continue de progresser. Et donc, il faut en tenir compte. Alors, cette baisse tendancielle du trafic envoyé par Google est assez peu identifiable en fait dans les statistiques des différents sites. Ça veut dire que la proportion du trafic qui est envoyé par le search, donc là l'organique d'un côté, le PPC de l'autre, reste toujours extrêmement forte pour la majorité des sites. L'addition du search payant et du search naturel crée la majorité des visites. Donc là, c'est la moyenne avec évidemment des différences sectorielles énormes. C'est une réalité, ce qui veut dire que c'est pas parce que on n'est plus dans une phase dans laquelle le gâteau était sans arrêt en train d'augmenter. Là, il est en légère diminution, que la part de gâteau que représente ce canal n'est pas la part la plus importante dans le trafic digital. Et donc, du coup, ça serait vraiment dommage de se dire qu'à cause de cette évolution, vous en viendriez à négliger le canal search. Ça serait la mauvaise conclusion à tirer. On est sur une baisse marginale, donc notamment sur le SEO. Il ne faut absolument pas jeter le bébé l'eau du bain. C'est toujours en travaillant sur SEO, généralement, qu'on génère le maximum de trafic. Et surtout, il faut être conscient que le ROI de ces chantiers est souvent bien meilleur que sur d'autres canaux. Si vous voulez faire baisser vos coûts d'acquisition, il faut travailler le SEO. C'est toujours vrai. C'est toujours vrai dans des proportions assez impressionnantes. Par contre, la réalité côté PPC, c'est que on n'est plus dans un modèle de fonctionnement de l'algorithme où le matching avec des mots-clés devient aussi efficace. Et donc, ça fait maintenant des années que les représentants de Google, que vos conseillers Google, vous incitent à passer à du ciblage d'audience. Et ce n'est pas du tout anodin. C'est parce qu'effectivement, le canal PPC devient de plus en plus un canal dans lequel on cible des audiences, un peu comme pour les autres canaux, et dans lequel on n'est pas en train de faire de la correspondance sur des mots-clés. En tout cas, ça devient de moins en moins vrai. Et donc, c'est clair que du coup, le ciblage d'audience étant quand même beaucoup moins précis que le ciblage de targeting sur les mots-clés, eh bien, il y a une espèce de normalisation du canal PPC. Mais ça reste quand même le canal qui est le plus efficace pour certaines approches. Donc, là, encore une fois, c'est
quelque chose qui correspond à l'évolution. Alors, c'est une évolution qui est absolument indispensable, hein, puisque de plus en plus de gens font des requêtes en langage naturel, donc dans lesquelles, si le moteur doit fonctionner, les pages qui sont renvoyées ne contiennent pas forcément les mots-clés qui ont été utilisés dans la question, hein. Donc là, on est sur des modèles dans lesquels le mot-clé n'est plus toujours l'élément qui déclenche la réponse du moteur de recherche. Et donc, pour parler de référencement sans mots-clés, il y a un archétype en plus sur Google qui est donc Google Discover. Si vous voulez avoir de la visibilité avec Google Discover, on est vraiment aujourd'hui dans un contexte dans lequel l'information est poussée en fonction du profil de l'utilisateur et absolument pas en fonction des requêtes qu'il est amené à faire. Et donc, ça veut dire qu'être visible via Google Discover, c'est quelque chose qui ne passe plus du tout par une réflexion sur les mots-clés, mais plutôt sur une réflexion sur est-ce que mon contenu a des chances d'apparaître dans Discover et a des chances d'être placé dans les flux Discover de la plupart des gens. Donc c'est un algorithme qui est totalement différent. Donc on a ça à différents niveaux dans Google maintenant, des zones dans lesquelles les mots-clés sont moins importants ou carrément absents. Et donc ça veut dire qu'en matière de ciblage publicitaire, on va cibler des audiences et beaucoup moins des mots-clés. Donc c'est une réalité à prendre en compte dans nos réflexions. Alors au passage, là on parlait de l'aspect cookie, mais Google lui-même aussi fournit beaucoup moins de données marketing depuis l'été dernier. Donc c'est une réalité constante. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut basculer mon budget Search Ads sur une autre chose? Donc là, ce n'est pas vraiment le conseil qu'on donnerait aujourd'hui. Si vous êtes moutonnier, vous allez faire comme tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement, en moyenne, on a une baisse des investissements légère sur Google Ads depuis maintenant 2 ans, qui s'explique essentiellement par le transfert de budget vers les publicités sur Amazon et le fait qu'en réalité, les investissements ne baissent pas, mais il y a une différence d'attribution dans ces budgets entre les budgets qui passent sur les outils, et notamment sur les outils s'appuyant sur du machine learning, etc., et les vrais investissements publicitaires qui sont investis dans les plateformes. Et donc ça, c'est voilà. Mais c'est très léger cette évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que ça ne se justifie pas vraiment. Alors, on avait dit qu'on parlerait un petit peu des frameworks JS. Donc là, il y a un petit changement en termes de fonctionnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui continuent à dire les frameworks JS, c'est pas bien, il faut faire les sites web à l'ancienne, c'est mieux pour le référencement, le fait de faire des frameworks JS, faire des sites en framework JS, ça crée des problèmes de performance, etc. Je pense qu'il faut commencer à abandonner ce discours et dire aux gens que c'est effectivement une solution qui commence à avoir sérieusement du sens. Alors attention, c'est pas forcément quelque chose d'aussi rose que ce que vous racontent les développeurs. C'est un cauchemar à recéter pour beaucoup de gens qui ne savent pas recéter ce type de site. Donc ça, il faut apprendre à revoir sa manière de recéter les sites et avoir les bons outils. Et quand on a les bons outils, on recette un site fait avec React.js, avec Vue.js, avec AngularJS, comme un site qui est fait avec une techno SSR traditionnelle. Quand c'est mal codé, quand c'est pas maîtrisé, eh bien, maintenir des sites comme ça, c'est hyper compliqué à faire. Donc aujourd'hui, les implémentations sont souvent mal faites, donc on a des codes qui sont peu performants, mais ce n'est pas forcément une fatalité. Quand c'est bien implémenté, les codes peuvent être très performants. Et donc, quand c'est mal implémenté, c'est potentiellement très mauvais pour le référencement, mais une fois de plus, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Donc, avant, je dirais que Google évolue. Il y avait effectivement une influence qui était systématiquement mauvaise pour le référencement.
Aujourd'hui, Google sait exécuter le JavaScript et ça a changé la donne. Et donc le problème avec cette approche-là, c'est uniquement est-ce que oui ou non, vous allez bien implémenter donc, votre site en utilisant ces méthodes-là. Alors oui, le changement donc important, c'est que Google exécute le JavaScript. Évidemment, c'est un changement de paradigme important. Donc Googlebot, en fait, fonctionne maintenant avec une approche un petit peu différente. Donc, il y a toujours le bot à l'ancienne qui vient télécharger le contenu de la page donc, que l'on peut télécharger en envoyant une requête HTTP, HTTPS à un serveur web. Donc, on récupère le contenu d'une page dans lequel, normalement, on a du HTML et le contenu. Mais parfois, le contenu est généré en JavaScript. Et pour l'avoir, eh bien, il faut effectuer une rendition de la page en exécutant le JavaScript. C'est ce que fait le Web Rendering Service, le WRS. Alors pendant longtemps, ce n'était pas top parce que donc, ce fameux Web Rendering Service était basé sur une très très vieille version de Chrome, la version 41. Et donc, il y avait un délai à attendre avant que le WRS vienne exécuter la page, qui était beaucoup trop long. Donc, on était sur des durées qui correspondaient parfois à plusieurs jours. Donc, ça a bien changé. Donc, aujourd'hui, on a effectivement donc, un système d'indexation qui fonctionne en deux étapes. Dans une première étape, la version qui est indexée correspond à la version qui a été téléchargée par le bot traditionnel. Et dès que cette version a été téléchargée, elle est mise dans une file d'attente pour être ensuite interprétée par le WRS. Le WRS crée une rendition de la page dans laquelle on a la même information que celle qui est vue par l'internaute dans son navigateur. Et par contre, maintenant, c'est effectué en quelques secondes après le premier traitement. Et donc, ça veut dire que si la première indexation ne contient que l'information contenue dans la première version de la page, eh bien, une fois le contenu exécuté, eh bien, une fois la rendition produite, on aura dans l'index l'intégralité du contenu généré en JavaScript. Donc là, voilà, on n'est plus sur une situation dans laquelle la génération de contenu HTML en JavaScript, côté navigateur, est quelque chose de rédhibitoire. Alors par contre, Googlebot a des limitations et le WRS a des limitations. Donc la chose qui est extrêmement importante, c'est donc de ne pas avoir un code JavaScript qui est tellement compliqué à exécuter que ça fait chauffer les processeurs, que ça crée des time-out, etc. Dans ce cas-là, vous aurez des problèmes avec le WRS. Et puis, il y a des subtilités. Hein, donc, voilà. Donc, attention donc, à l'efficacité de votre code, c'est le truc essentiel. Donc, aujourd'hui, générer du contenu en JS, c'est possible. Hein, donc, ça marche pour Googlebot et Blingbot. Je rappelle par contre que ça ne marche pas du tout avec les autres moteurs. Donc, si vous avez un site qui est positionné à l'international, attention avec cette techno, vous ne pourrez pas les utiliser sur un site en Russie ou en Chine. Hein. Donc, l'important, c'est de le faire en codant correctement votre site avec ces outils-là. Donc, peut-on du coup utiliser les frameworks JS en 2021 et ce sans conséquence sur la performance et le SEO? La réponse est oui, à condition que les prérequis dont on a parlé soient remplis. Il faut un code qui soit propre et ultra performant, ce qui n'est pas le résultat qu'on obtient avec la totalité des implémentations que je rencontre aujourd'hui. Hein. Mais je rencontre aussi des cas d'implémentation dans lesquels les devs maîtrisent vraiment et où le code est performant et le code est conforme. Cette histoire de compliance, ça dépend essentiellement de l'aspect implémentation. Donc là, il faut que la technologie utilisée soit une technologie dite universal. Donc ça permet de faire du JavaScript côté serveur comme côté client. Mais une fois que ces technologies sont utilisées, en fait, le problème, ce n'est pas la technologie, c'est l'implémentation. Et par sécurité, la recommandation, c'est de générer tout le contenu utile pour le SEO côté serveur
et de faire après de l'hydration côté client. Donc, pour ceux qui ont suivi notre séminaire sur les frameworks JavaScript, vous trouverez en fait dans la vidéo sur ce séminaire toute l'explication sur ce concept d'hydration. Alors sur le mix, je précise que il y a des choses intéressantes à faire en 2021 sur Google Shopping, hein, puisque maintenant on a des fiches gratuites. Donc on peut obtenir un référencement gratuit sur Google Shopping grâce à cette fonctionnalité. Alors, on peut toujours utiliser le référencement payant, mais il y a la possibilité également de faire apparaître des produits alors pas sur la partie qui s'affiche, hélas, dans les résultats organiques normaux, hein, mais dans l'onglet Shopping, vous pouvez faire apparaître des pages avec un référencement gratuit. C'est nouveau et c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc après, ce que je vous conseille également, c'est d'utiliser Google Display différemment, puisque maintenant on a quand même des fonctionnalités côté Google Display qui permettent de le faire assez efficacement, notamment en utilisant les ciblages de type Similar Converters, ou des ciblages de type Custom Intent, en allant regarder sur les requêtes de vos concurrents qu'est-ce qui véritablement correspond aux mêmes intentions d'achat. Eh bien, si vous faites ça, ça vous permettra de sortir du paradigme dans lequel le display, c'est utile que pour le branding et ça ne convertit pas. Donc là, c'est des cas dans lesquels on a des très très bons résultats sur ce sujet. Alors aussi, en 2021, il y a eu un tel engouement pour les contenus vidéo que c'est forcément quelque chose d'intéressant à exploiter. N'hésitez pas à augmenter vos efforts de production de contenu vidéo. Je sais que c'est lourd, que ça demande des adaptations, que c'est des investissements importants, mais si vous avez les moyens de le faire et si vous avez la capacité de le faire simplement, vraiment prioriser aujourd'hui ce canal plus qu'avant, puisque le contexte de 2020 a accéléré la montée en puissance de ce canal. Donc on a déjà le phénomène TikTok pour les jeunes. L'autre grande tendance sur la vidéo, c'est le fait que les lives sont très très suivis maintenant. Donc là, ce que j'appelle un live dans ce cas-là, c'est c'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment, mais avec un objectif qui est de créer un événement qui n'est pas forcément conçu pour être regardé par la suite sous forme enregistrée. Et après, ce qui apparaît comme évident également, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent des streamings sur des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux supports comme Twitch. Donc là aussi, sur certaines marques, c'est des supports qui sont intéressants à regarder. Alors donc pour finir, quelques recommandations génériques sur le mix. Alors évidemment, c'est des recommandations génériques, hein, ça a un gros défaut, les recommandations génériques, c'est que c'est inadapté pour pas mal de contextes. Mais voilà, c'est les grandes tendances, en tout cas, qui aboutissent à des recommandations qui vont convenir, disons, non, même pas la majorité des sites, mais un grand nombre de sites. Donc ça va aboutir à plus d'investissement sur la vidéo, plus d'investissement sur les réseaux sociaux, avec par contre un problème qui est de bien choisir maintenant les réseaux sociaux sur lesquels investir. Ça bouge en fonction de l'évolution des usages. Il y a aussi la démographie des utilisateurs des réseaux sociaux qui bouge beaucoup. Donc là, il faut suivre ça, savoir si c'est adapté à votre cible. Et il y a de plus en plus de possibilités différentes sur les réseaux sociaux pour communiquer. Et donc, il faut choisir la bonne façon de communiquer. La grande tendance qu'on voit sur les campagnes sur les réseaux sociaux pour les marques aujourd'hui, avant, elles essayaient d'investir tous azimuts sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles ciblent 1, 2, 3 réseaux sociaux qui correspondent véritablement aux usages de leur cible et sur lesquels elles investissent tous leurs efforts en abandonnant le reste.
Alors, en SEO, on va être condamné à une approche un peu différente. On va voir ça donc, après notre petite pause. Et puis, là, le ROI reste très, très bon, par contre, de ce canal-là. Donc, je ne l'ai pas abordé longuement cette partie, parce qu'on va l'aborder après. Pour les Search Ads, donc c'est intéressant d'avoir une approche un petit peu plus smart dans les investissements. Et donc, ça veut dire qu'il faut garder le même ordre de grandeur en spend, puisqu'on a toujours un ROI très, très intéressant des campagnes PPC. Donc là, ça veut dire maintenez vos investissements, même si des gens sont en train d'un peu couper les dépenses de ce côté-là, mais ce n'est pas pour des raisons très, très rationnelles. Et donc, sur les autres budgets, ça veut dire qu'on peut baisser légèrement les autres budgets. Alors, dans la plupart des cas, on s'aperçoit que le spend, l'évolution, c'est qu'il y a des gens qui coupent les budgets non digitaux pour remettre du budget sur le côté digital. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a une tendance un peu générale à augmenter légèrement les budgets digitaux. Et ce qu'on peut évidemment anticiper post-Covid-19, c'est le fait que les investissements digitaux risquent de décoller encore plus vite lorsque tout le monde aura un petit peu plus confiance dans l'impact de ces campagnes en matière de vente. Donc là, tant que ce n'est pas bon, évidemment, ça restreint l'impétuosité des investisseurs. Et là, par contre, ça risque, post-Covid-19, d'exprimer une tendance beaucoup plus élevée. Donc voilà, pour cette partie sur le digital. Alors j'ai quelques questions qui m'ont été posées. Alors, la première sur les cookies tiers. Alors, est-ce que ça signifie qu'on ne verra plus les pages d'origine des clics sur les rapports analytics? Alors non, les pages d'origine des clics, ça vient des référeurs. Donc là, ce n'est pas lié aux cookies. Là, on ne perd pas cette information sur les rapports analytics. Ça, c'est plutôt sur le tracking des publicités qui apparaissent sur des outils de régie et qui apparaissent sur des sites étrangers. Donc là, voilà. Les trackings par le référeur, il n'y a aucun problème. Donc, ce ne sera pas du tout le problème. Alors, donc après, on me demande quelque chose concernant le mobile first. Est-ce que ça a du sens si les statistiques du site montrent une utilisation minoritaire sur mobile en site B2B? Alors, dans certains secteurs, on a encore une utilisation majoritaire côté desktop. Donc, ça veut dire qu'on va être sur des activités où les gens vont consulter l'information uniquement au moment où ils travaillent à leur bureau, aux heures de bureau. Et donc, ça, il y a encore des secteurs dans lesquels c'est vraiment le cas. Donc oui, ça peut avoir du sens. Donc ça, il faudrait regarder exactement la nature de l'activité de ce site B2B pour savoir si c'est normal ou pas. Évidemment, si on s'aperçoit que ça ne devrait pas être le cas, c'est probablement un problème de tracking, mais donc il y a encore des cas dans lesquels les sites desktop ont plus de trafic que les versions mobiles, que l'usage desktop est supérieur à l'usage mobile, puisque là, lorsqu'on a du responsive design, évidemment, c'est les mêmes URL avec deux usages différents. OK, donc, alors après, j'avais une question qui a été posée en amont, qui était une question un petit peu plus générique et qui porte sur le SEO, où quelqu'un me demandait, en fait, est-ce que le fait de créer des mini-sites dédiés à une activité, à un service ou à un produit spécifique, un mini-site qui peut être par exemple sur WordPress, est-ce que ça a un impact positif, neutre ou négatif sur le SEO? Et est-ce que c'est intéressant de faire cela? Et est-ce que ça peut cannibaliser ces principales qui évoquent déjà le sujet? Alors déjà, sur l'aspect cannibalisation, la réponse est clairement oui. Bon. Du coup,
c'est vraiment des questions à se poser quand on crée ce genre de site, c'est est-ce qu'on va être condamné ou pas à créer des pages qui vont être le miroir, être une copie, être une redite des contenus qu'on a déjà sur le site. Bon, si c'est le cas, évidemment, ça ne va pas. Mais en réalité, souvent, ces mini-sites, en fait, sont des mini-sites événementiels, donc des mini-sites éphémères, des mini-sites qui portent sur un produit spécifique. Et en fait, l'information qui figure sur ces mini-sites, eh bien, elle n'a pas exactement l'équivalent sur le site principal. Et dans ce cas-là, la cannibalisation est minime. En fait, le vrai problème, lorsqu'on a créé ces contenus complémentaires sous forme de mini-sites, c'est que ça peut avoir du sens d'avoir créé ce mini-site pour une campagne marketing au début, pour lui donner la visibilité, simplifier l'accès à l'information, etc. Mais au bout d'un moment, il faut prévoir un cycle de vie cohérent pour ces mini-sites. Et il faut donc être capable de réintégrer le contenu de ce mini-site dans le contenu général du site, l'archiver en quelque sorte, de manière à ce que ce contenu de mini-site, une fois que le mini-site ne sert plus à rien, devienne un des contenus du site général. Alors, il y a des fois dans lesquelles ces sites satellites, entre guillemets, ont vocation à rester au-delà de la durée d'une campagne marketing. Là, on est sur des sites, sur des produits qui vont subsister plus d'un an. Et donc, alors dans ce cas-là, c'est intéressant d'avoir une approche un petit peu pragmatique dans laquelle la page d'accueil du site peut être mise sur un domaine différent. Quelques pages peuvent être mises sur ce domaine différent. Mais l'idée, c'est quand même de renvoyer un maximum de contenu vers le site général. Ça vous permettra d'avoir le meilleur des deux mondes, donc à la fois un référencement correct du site général sur ces thématiques-là, et l'intérêt de ces mini-sites qui est de donner une meilleure visibilité et d'avoir un accès plus simple à de l'information sur le produit, sur le service que vous avez voulu mettre en avant grâce à ça. Donc ça, c'est l'idéal. Alors donc, ça demande un petit peu d'effort pour convaincre les gens en interne de changer leur conception. Parce que souvent, les gens ont pris des mauvaises habitudes par rapport au fonctionnement de ces mini-sites. En tout cas, c'est une approche intéressante qui permet déjà de rendre durable le référencement sur les requêtes sur lesquelles ces mini-sites doivent se positionner. Et ensuite, de permettre également de générer une structure de site qui va collecter des backlinks pointant vers le mini-site, mais des backlinks qui renvoient également du PageRank vers le site général. Donc voilà, c'est comme ça que l'on aura le maximum de résultats à partir de cette stratégie mini-site. Donc du coup, est-ce que ça a un impact positif, neutre ou négatif? En principe, cette stratégie doit avoir un impact neutre. Si c'est fait n'importe comment, ça aura un impact négatif à cause de la cannibalisation et à cause du fait que vous n'aurez pas un fonctionnement qui vous permettra d'être efficient sur la récupération des backlinks pour votre site principal. Donc voilà, est-ce que ça a une influence positive? Alors là, dans les cas extrêmes, oui. Mais en général, on est plutôt sur une situation qui est plus neutre que véritablement hyper positive. Là où c'est vraiment intéressant, c'est lorsque la stratégie de mini-site crée en fait toute une série de sites qui sont très capables de collecter des liens provenant de l'extérieur, et que dans ces cas-là, ça va vous aider à avoir un meilleur référencement, un meilleur positionnement. Donc voilà.